On lit les bœufs par les cornes et l'homme par la parole. Antoine Loïciel, Institut coutumière, C107. Cette citation traduit bien la force obligatoire du contrat qui est considérée comme étant l'expression de l'homme libre. Cependant, il y a une autre citation qui nous enseigne: la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut arriver des événements dans la vie qui bouleversent toutes les prévisions des parties. Nous pensons naturellement à la propagation du Covid-19 depuis décembre 2019. Considérant cette situation, doit-on toujours nous dire, au nom du principe sacro-saint de l'autonomie de la volonté, que le contrat, plus particulièrement le contrat de travail, doit rester intangible? Telle est la question du jour. Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde, à vous qui me regardez. Bienvenue sur Juristemania SN, la chaîne entièrement destinée au droit et à l'actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du sort du contrat de travail en période de crise sanitaire liée au Covid-19. En première partie, nous allons voir le fondement juridique du contrat de travail par la définition du contrat de travail, les obligations des parties contractantes et la théorie de la force majeure. En deuxième partie, nous allons analyser les conséquences de la crise sanitaire sur le contrat de travail par les conséquences relatives à la formation du contrat de travail, les conséquences relatives à l'exécution du contrat de travail et les conséquences relatives à la cessation du contrat de travail. Le fondement juridique du contrat de travail. Dans cette partie, il convient de voir en premier lieu la définition du contrat de travail. En deuxième lieu, nous allons voir les obligations des parties. Et en troisième lieu, nous allons voir ce qu'on entend par force majeure. En premier lieu, qu'est-ce qu'on entend par contrat de travail? Le contrat de travail n'a pas été explicitement défini par le Code du travail au Sénégal. Mais d'après les dispositions de l'article L2 du Code du travail, nous pouvons analyser les critères qui nous renvoient à ce que c'est que le contrat de travail. Le contrat par lequel une personne, le travailleur, s'engage moyennant rémunération dénommée salaire à effectuer une prestation au profit d'une autre personne publique ou privée, physique ou morale, l'employeur, sous la direction et l'autorité de laquelle elle se place. Par ailleurs, il convient de préciser que le contrat de travail est un contrat synalagmatique. Il y a une interdépendance des obligations, d'où l'intérêt de porter notre analyse sur les obligations des parties. En ce qui concerne les obligations des parties contractantes, pour ce qui est de l'employé, l'obligation principale de l'employé est la prestation de travail. Cette obligation de prestation de travail s'accompagne d'autres obligations connexes telles que l'obligation de réserve, l'obligation de loyauté et accessoirement la clause d'exclusivité. En outre, nous notons que la prestation de travail doit s'effectuer en temps et en heure. C'est-à-dire que pendant toute la durée du travail, le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En ce qui concerne l'employeur, l'obligation principale est le paiement du salaire et de ses accessoires. C'est donc le salaire de base, accompagné des indemnités, primes et autres éléments relevant de la protection sociale de l'employé. D'après la définition que nous avons pu avoir précédemment, l'employé et l'employeur sont tenus d'accomplir un certain nombre d'obligations contractuelles. En temps normal, le contrat de travail est exécuté conformément aux clauses et conditions pour lesquelles il a été conclu. Sa modification et sa résiliation sont encadrées par des règles strictes du Code du travail au Sénégal. Cependant, qu'en est-il en cas de survenance d'événements bouleversant toutes les prévisions des parties? La théorie de la force majeure. La non-exécution d'une obligation, que ce soit une obligation contractuelle ou une obligation extra-contractuelle, engage la responsabilité du débiteur de cette obligation. Et le contrat de travail n'est pas une exception à cette règle. L'article 129 du COCC nous dit « Il n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un cas fortuit, c'est-à-dire d'un événement extérieur insurmontable et qu'il est impossible de prévoir. » Dès lors, pour qu'on puisse parler de force majeure, il faut 3 critères cumulatifs: l'extériorité, l'imprévisibilité et l'insurmontabilité.
L'extériorité signifie que l'événement constitutif de force majeure doit être extérieur, donc indépendant de la volonté du débiteur qui l'invoque. L'imprévisibilité signifie que l'agent n'a pas pu prévoir tout simplement l'événement en question et cette imprévision est analysée en tenant compte de la personnalité du débiteur qui l'invoque, s'il a été diligent et s'il s'est comporté en bon père de famille, des circonstances de temps, de période, d'époque et des attentes légitimes des parties. L'insurmontabilité traduit l'incapacité pour la débitrice d'agir autrement. En l'absence de clause expresse traduisant la volonté des parties, c'est au juge de déterminer au cas par cas si l'événement peut être constitutif de force majeure en analysant les caractères et les critères de la force majeure. On peut même aller jusqu'à nous poser la question suivante, surtout dans l'hypothèse de l'imprévision. Est-ce que la prévision de la crise sanitaire aurait pu empêcher la défaillance du débiteur de l'obligation? L'article 132 du COCC dispose: le débiteur peut par convention prendre à sa charge les cas fortuits et de force majeure. Il peut être convenu à l'inverse que la survenance d'un événement déterminé sera considérée comme créant le cas fortuit ou de force majeure. Pour la preuve de la force majeure, il faut montrer qu'il n'a pas pu anticiper la crise sanitaire, le débiteur, démontrer l'impossibilité d'une solution alternative et enfin établir le lien de causalité entre son impossibilité d'honorer ses obligations et l'épidémie du Covid-19. En tout état de cause, nous allons nous intéresser aux conséquences de la crise sanitaire par rapport aux différentes phases du contrat, c'est-à-dire la formation, l'exécution et la fin du contrat de travail. Les conséquences de la crise sanitaire sur le contrat de travail. Les conséquences relatives à la formation du contrat de travail. Dans cette partie, nous allons plus porter notre analyse sur les conditions de forme du contrat de travail. En principe, le contrat de travail peut être prouvé dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter. Cependant, pour la validité de certains types de contrats de travail particuliers, la loi exige exceptionnellement la rédaction d'un écrit et le dépôt à l'inspection du travail avant tout commencement d'exécution du contrat. C'est l'exemple du contrat à durée déterminée de plus de 3 mois, du contrat d'apprentissage, du contrat de stage, du contrat de tâcheronat et enfin du contrat de travail nécessitant l'installation du salarié hors de sa résidence habituelle qui doivent être visés par l'inspecteur du travail. Considérant la situation actuelle due à la crise sanitaire liée au Covid-19, il est intéressant de nous poser la question suivante: doit-on envisager une dématérialisation totale de la procédure administrative de demande de visa pour le contrat de travail à l'inspection du travail? Sans nul doute, par ailleurs, le ministère des Postes et des Télécommunications, à travers la stratégie Sénégal numérique 2016-2025, promeut une plus grande connexion de l'administration pour une meilleure efficacité du service public. Les conséquences par rapport à l'exécution du contrat de travail. Étudier le contrat de travail s'avère intéressant. En effet, c'est un contrat synalagmatique et qui est amené à s'étaler dans le temps. D'où l'intérêt de nous poser la question: qu'en est-il de l'impact de la crise sanitaire sur les modalités pratiques d'exécution du contrat de travail? La crise sanitaire a des conséquences considérables sur les modalités pratiques d'exécution du contrat de travail, tels que le temps de travail, le temps de repos, la présence physique de l'employé. D'ailleurs, pour l'exemple du Sénégal, il y a les horaires de travail dans l'administration qui sont désormais fixés de 9h à 15h. Pour cette catégorie de travailleurs, le temps de travail est considérablement réduit. Nous ne pouvons pas en dire autant pour d'autres secteurs d'activité tels que le secteur sanitaire, de la sécurité, où la charge de travail peut être amenée à son maximum. Du point de vue du législateur français, l'ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l'employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé dans la limite de 6 jours ouvrables par un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche. Si on s'intéresse à l'employeur pour lequel l'obligation principale est le paiement du salaire, la conjoncture économique engendrée par le Covid-19 pourrait impacter sur la capacité de ce dernier à honorer ses obligations contractuelles.
les conséquences par rapport à la cessation du contrat de travail. Le contrat de travail peut cesser pour plusieurs causes. Nous avons entre autres la démission, le licenciement, la faute grave, l'accord mutuel des parties. Mais dans tous les cas, ces types de causes de résiliation du contrat de travail ont un point commun. Ils sont encadrés strictement par la loi et ils visent à protéger les intérêts du salarié. Dans notre analyse, nous allons nous intéresser particulièrement au licenciement pour motifs économiques. Pour résumer, qu'elle soit qualifiée de cas de force majeure ou pas, la crise sanitaire a un impact considérable sur le contrat de travail et sur les rapports professionnels entre employés et employeurs. Nous pensons au déséquilibre contractuel, à la modification du contrat de travail et éventuellement à la cessation du contrat de travail pour motif économique. Par ailleurs, la crise sanitaire est une occasion pour prouver l'efficacité du solidarisme contractuel en partageant l'effort de guerre entre employés et employeurs. Dans le but de préserver les acquis sociaux et de permettre la revendication collective, il est souhaitable que la négociation collective puisse continuer à se tenir à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous pensons naturellement à la vidéoconférence qui s'avère être d'une utilité majeure. C'est tout pour cette vidéo, chers juristes maniaques. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à en parler autour de vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et surtout, respectez les mesures édictées par les autorités habilitées. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.